Le temps que les gens arrivent, je peux vous raconter une histoire. On fait un peu le genre voyage, voyage au bout de la nuit, mais c'est voyage au bout de l'après-midi. Merci Nico pour les 12 mois de sub, 1 an de sub. Est-ce que je vous lis une histoire ou pas? Je vous lis une histoire? Je le fais, hein. Celle-là, je peux vous la lire. Celle-là, je l'ai déjà lue, celle-là. Je sais pas si je voulais l'adapter, donc et au pire, je l'adapterai plus tard. Ah bah alors, mettez-vous... oh, fa dièse. Allez. Je vais vous lire, mesdames et messieurs, le conte de la première journée, le deuxième divertissement. Donc c'est le deuxième conte au final de la première journée. C'est un conte qui s'appelle La branche de myrte. Vous êtes prêts? Donc voilà, ça c'est du sans filet, mais je vous le lis tel quel. Vous allez comprendre pourquoi au final l'adaptation est nécessaire, d'accord? Et quand je dis l'adaptation est nécessaire, c'est vraiment, vraiment nécessaire. Alors, le myrte, c'est un arbre, hein, vous doutez bien, mais c'est un arbrisseau aromatique vivace, toujours vert, aux pores dressés et à floraison parfumée. Voilà, c'est en gros, nous, c'est vraiment les petites branches de myrte. Tu vois ça dans la forêt, tes parents ils te disent oh là là, touche pas, c'est du poison. Voilà, globalement, ce que c'est. Bon, je vous lis une petite histoire alors. Vous êtes prêts? Père Calvas. Il y avait, dans le bourg de Miano, un mari et sa femme qui n'avaient aucun rejeton et désiraient ardemment en héritier. La femme, tout particulièrement, répétait sans cesse « Mon Dieu, si seulement je pouvais accoucher de quelque chose, n'importe quoi, même d'une branche de myrte. » Déjà, c'est un peu bizarre. Parce que si vous pouvez pas avoir d'enfant, vous êtes en j'aimerais accoucher de n'importe quoi. Déjà, avoir cette pensée, c'est un peu chelou, non? Oh, j'aimerais accoucher de n'importe quoi. Oh non, quelle horreur. Quelle horreur. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire. Elle sérina tant cette chanson et agaça tant le ciel avec cette rengaine qu'elle fut engrossée et son ventre s'arrondit. Mais, 9 mois après, au lieu d'accoucher dans les mains des sages-femmes d'un poupon ou d'une pouponne, elle tira des champs élyséens de ses entrailles une belle branche de myrte. Toute radieuse de plaisir, elle la planta dans un pot décoré de magnifiques mascarons, la plaça sur sa fenêtre et la soigna matin et soir plus diligemment que ne fait un paysan avec le carré de brocoli dont il espère tirer le loyer de son potager. Quand je vous disais que c'est quelque chose à lire. Mais le fils du roi, qui allait à la chasse, passa devant la maison et s'enticha follement de cette belle branche de myrte. Mais qui n'est jamais tombé amoureux d'une petite branche? Moi, ça vous arrive jamais, les gars, de tomber déjà accouché d'une branche? Je pense que c'est pas insane. Mais alors, en plus de ça, tomber amoureux d'une branche, je pense que ça, c'est vraiment top tier. Voilà, je pense qu'il doit exister une catégorie sondage, une catégorie Pornhub. Oh, les mecs sont oh non, putain. Oh là là, je suis devant ce sol pleureur. Oh, ce que je me mets. C'est une catastrophe. Bref. Donc on a dit, le fils tombe amoureux de cette branche de myrte. Aussi dépêcha-t-il quelqu'un à la brave paysanne, lui promettant ce qu'il avait de plus précieux pour qu'elle la lui vende. Après 1000 refus et 1000 ergoteries, alléché par les offres, appâté par les promesses, effrayé par les menaces, vaincu par les prières, la brave femme lui donna le pot en le suppliant de chérir cette branche, car elle-même l'aimait plus qu'une fille qui serait sortie de ses entrailles. Le prince, en proie à la joie la plus grande qui pût exister, fit porter le pot dans sa chambre, le fit placer sur son balcon, et il le binait et il l'arrosait dans ses propres mains. Or, voici qu'un soir, alors qu'il s'était couché et avait soufflé toutes ses chandelles, l'agitation du monde s'étant apaisée et toutes ayant sombré dans le premier sommeil, le prince entendit un bruit de pas résonner à travers la maison et quelqu'un s'approchait à tâtons de son lit. Il pensa alors qu'il s'agissait ou de quelques valets qui voulaient le délester de sa bourse, ou de quelques follets qui se préparaient à lui tirer les couvertures. Quelques follets, qu'est-ce que ça veut dire quelques follets? On va les voir, parce qu'on a des notes les gars, on a des petites notes. De quelques follets, 19... voilà, je vais prendre la note. Qu'est-ce que ça veut dire quelques follets? Quelques follets, c'est ici. Voir 1, note 17. Ok, à Naples, l'esprit familier de la maison qui hantait joyeusement les cuisines et les cheminées, et même le lit des femmes, était vêtu en moine coiffé parfois d'une petite calotte rouge. Ça donne une ambiance. Ça donne une ambiance, ok. Ok. Donc là, le mec se dit, putain, qu'est-ce qui va se passer, quoi. Mais comme il était si courageux que Belzébuth lui-même n'aurait pu l'effrayer, alors attention,
Pas Belzébuth de Sumenor-Zoar, hein, bien sûr, ça n'a absolument rien à voir. Il fit le mort et attendit l'issue de l'affaire. Mais ne voilà-t-il pas que, la chose s'étant rapprochée, il s'aperçut en la touchant qu'elle était lisse. Et alors qu'il pensait palper les piquants d'oursin, il sentit sous sa paume une petite chose bien plus tendre et moelleuse que la laine des moutons de Tunisie, plus crémeuse et douce que la queue d'un martre, enfin d'une martre, plus délicate et plus caressante que le plumage d'un chardonneret. Il saisit alors la chose, pensant qu'il s'agissait d'une fée, ce qui était vrai, et s'attacha à elle comme un poulpe. Puis, il fit chanter son petit rossignol, et gazouillant sur ce mode, ils jouèrent à « Il y glisse le petit caillou ». Et alors là, le mec, tu vois, il sent la nana dans son lit, quoi, tu vois. Il saisit sa bite, et là, il se branle. Donc, voilà. J'ai rien compris, c'est pour ça qu'on adapte les contes. En gros, il baise. C'est ce qu'il faut comprendre ici. Mais avant que le soleil ne fût sorti, comme le médecin-chef, pour visiter ses fleurs malades et languissantes, la chose se leva et s'esbigna, laissant le prince tout rempli de douceur, chargé de curiosité et saisi d'étonnement. Ce trafic dura 7 jours, et lui se consumait et brûlait du désir de savoir ce que pouvait bien être ce bonheur qui lui tombait du ciel, et quel navire chargé de toutes ces douceurs et de l'amour était venu jeter l'ancre dans son lit. Aussi une nuit, alors que les rêves dodinaient la demoiselle, il attacha une de ses tresses à son bras pour qu'elle ne pût pas s'esbigner de rechef. Puis il appela un serviteur, fit allumer toutes les chandelles et vit alors la plus belle des belles, la merveille des merveilles, le miroir, le coco joli de Vénus, le petit bijou d'amour. Il vit une poupée mignonne, une colombe lumineuse, la fée Morgane, un oriflamme, un épi d'or, il vit un bourreau des cœurs, l'œil d'un faucon, une lune pleine, un tendre pigeonneau, un morceau de roi, une gemme, bref, il vit un spectacle qui le laissa pantois et pantelant. Il y en a des mots. C'est pour ça que c'est... Ouais, tout ça. Et souvent, les mecs se répètent sur votre frère. Tu peux faire juste une phrase, on n'en peut plus. On n'en peut plus, gars. Donc là, en gros, ce qu'il dit, c'est qu'il voit la merveille des merveilles, une femme sublime. Regardant cette merveille, il s'exclama. « Tu peux aller t'enfourner, ô déesse de Chypre. Passe-toi une corde au cou, ô Hélène. Éloigne-toi, Créuse, et toi aussi, Fiorella. » Toutes vos beautés ne sont que broutilles face à cette beauté multipliée, complète, parfaite, épanouie, pleine enfin. Oh, grâce à délirer, grâce sévillane, grâce déchirante, éclatante, imposante, plus que parfaite, infinie. Ô sommeil, doux sommeil, verse tes pavots dans les yeux de ce bijou. N'interromps pas le plaisir que j'ai de regarder jusqu'à plus soif ce triomphe de la beauté. Ô belle tresse qui m'enchaînait, aux beaux yeux qui m'enflammaient, aux lèvres qui me rassasiaient, aux poitrines qui me réconfortent, aux mains qui me transpercent. Où, dans quel atelier les merveilles de la nature cette statue de chair a-t-elle été sculptée? L'Inde eut-elle jamais assez d'or pour avoir forgé ses cheveux? L'Éthiopie assez d'ivoire pour avoir ciselé ce front? La Marème assez de diamants pour avoir taillé ses yeux? Tyr eut-elle la pourpre pour vermillonner ce visage? Et l'Orient les perles pour aligner ses dents? Excellent, j'adore les bites. Bah, lui aussi. Quelles montagnes ont répandu leur neige sur ce beau sein, neige conte nature qui épanouissent les fleurs et réchauffe les cœurs. En gros, il lui fait des compliments. C'est très verbeux. Ça en fait des mots, hein. Il y en a des mots. Merci pour les 500 bits, Lior mort. J'adore, tu traduis tout simplement de façon moderne. Bah, j'ai pas trop le choix parce que là, en gros, c'est quand même un paragraphe entier, tu vois. C'est toute cette partie-là. Toute cette partie-là, gars, pour dire waouh, t'es super belle, quoi. Donc voilà, je ne comprends rien. J'entends, les amis, c'est dur. C'est dur. Bah, vous comprenez pourquoi je vous ai dit, c'est beaucoup de lecture et de recherche. C'était pas pour me sucer, hein, mais il faut quand même essayer de rendre ça plus digeste pour les gens. Mais c'est bien que vous ayez un exemple en prenant en compte, tu vois, des bouquins que je lis. Délirant ainsi, il enveloppa de ses bras comme les vrilles d'une vigne pour y puiser sa sève. Pardon. Bon, il enveloppa de ses bras comme les vrilles d'une vigne pour y puiser sa sève. Et alors qu'il la serrait contre lui, elle sortit de son sommeil, répondant par un gracieux bâillement au soupir du prince énamouré. Alors, la voyant éveillée, il lui dit « Oh mon bien, lorsque je regardais ce temple de l'amour dans le secours de la lumière, il me semblait déjà que j'expirais.
Que sera ma vie maintenant que tu as allumé tes 2 chandelles, aux beaux yeux qui, avec un atout de lumière, mettaient capot les étoiles? Vous seul avez transpercé ce cœur, vous seul pouvez lui confectionner un emplâtre d'œufs frais. Et toi, ma belle doctoresse, ne reste pas de glace, et pitié d'un malade d'amour qui, passant trop brusquement de l'obscurité de la nuit à la lumière de tes beautés, a attrapé la fièvre. Pose ta main sur ma poitrine, prends mon pouls, prescris-moi un remède. Mais à quoi bon un remède, mon âme? Que ta bouche applique seulement 5 ventouses sur mes lèvres. Je ne veux pas d'autre massage qu'une caresse de cette main, car je suis certain que cette grâce et cette langue seront cordiales et racines qui me rendront la liberté et la santé. À ces mots, la fée s'empourpra comme la flamme de l'incendie et répondit « Point tant de compliments, mon cher prince !» Je suis ta servante, et je viderai même ton pot de chambre pour servir ta royale personne. Je suis bien heureuse, moi, petite branche de myrte plantée dans un pot de terre, d'être devenue un rameau de laurier servant d'enseigne à un cœur palpitant où siègent tant de grandeur et tant de vertu. Alors le prince, fondant comme chandelle de suie, l'enlaça des rechefs, et scellant ce discours d'un baiser, il lui offrit sa main en disant « Tu seras ma femme, tu seras la maîtresse de mon trône, tu auras la clé de ce cœur comme tu tiens déjà la barre de ma vie, telle est ma volonté. » Ils continuèrent longtemps sur ce mode et sur d'autres encore. Puis ils se levèrent, contrôlèrent que leurs intestins fonctionnaient, et il en fut ainsi pendant plusieurs jours. Waouh! Donc là, traduction, ils se font des compliments. Elle lui dit, gars, il n'y a aucun souci. Moi, à la base, j'étais une chebran. Maintenant, je viens dans ton lit tous les soirs et nanani et nanana que tu me ramènes comme il faut. Moi, je veux devenir... je suis ta servante. Lui, il est amoureux. Viens, on se marie. Voilà, et ils kennent tous les soirs. Et ils vont également chier pour vérifier que leurs intestins fonctionnent très très bien. Ça fonctionne toujours en 2003, le truc de la branche. Il y a toujours... Ouais. Alors les gars, je peux vous dire, si vous vous sentez un peu seul, essayez d'aller taper un date avec une branche dans la pinette ou un truc comme ça. Il y a moyen de faire des choses, quoi. Mais c'est vrai, 362 mots pour dire 2 phrases, quoi. C'est bizarre, je ne comprends pas le moindre mot, mais je bande. Sûrement la voix de J. Bah écoute, Ted, t'as l'air vachement à l'aise quand même sur le live. Écoutez, oui, la barre de sa vie, effectivement. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous dis, hein, on se régale. Mais ce n'est pas fini, ce n'est pas foutu. Ce n'est pas fini, on n'est qu'au début de l'histoire. Mais la fortune, trouble-fête et brise-noces, est toujours un obstacle à la marche d'amour. C'est le chien maléfique qui laisse son empreinte merdeuse au milieu des plaisirs de ceux qui s'aiment. Il arriva donc que le prince fut invité à chasser un sanglier féroce qui ravageait le pays, et il fut contraint de laisser sa femme, ou plutôt d'abandonner les 2 tiers de son cœur. Ça, c'est une très belle phrase, par contre. Ça, c'est une très belle phrase. Par contre, il doit carrément aller chasser un sanglier féroce qui ravageait le pays. Donc, je sais pas quel type de sanglier c'était, mais attention. Mais moi, j'aime beaucoup la formule, quoi. Tu vois, il fut contraint de laisser sa femme, ou plutôt d'abandonner les 2 tiers de son cœur. Oh, ça, c'est vraiment très, très beau, quoi. Mais, comme il l'aimait plus que sa vie et voyait qu'elle était la plus belle des belles, de cet amour et de cette beauté naquit une 3e passion, qui est comme une tempête dans la mer des contentements amoureux, une pluie sur le linge tout frais lavé des joies de ceux qui s'aiment, de la suie qui tomberait dans le minestrone des plaisirs d'amour. Une passion, dis-je, qui est un serpent qui mord, un ver qui ronge, un venin qui empoisonne, un gel qui engourdit. Par qui la vie est sans cesse menacée, l'esprit toujours incertain, le cœur toujours inquiet. C'est pourquoi il appela la fée et lui dit « Je suis contraint, mon cœur, de m'éloigner 2 ou 3 nuits de la maison. Dieu m'est témoin que je souffre de me séparer de toi, qui est mon âme. Seul le ciel sait si en prenant le trot, je ne piquerai pas mon dernier galop. Mais je ne peux pas ne pas y aller. Je dois contenter mon père, il faut donc que je te laisse. Alors je te prie, au nom de l'amour que tu me portes, de rentrer dans ton pot et de ne pas en sortir jusqu'à mon retour, qui ne saurait tarder. » « Ainsi ferai-je, dit la fée, car je ne sais, ni ne veux, ni ne peux discuter ce qui te plaît. Pars donc sans crainte ni souci, car je te servirai ponctuellement. Mais fais-moi la grâce d'attacher au sommet de la branche de myrte un fil de soie avec une clochette, et quand tu reviendras, tu tireras le fil, tu sonneras, et moi, aussitôt, je sortirai en disant « Me voilà ». Ainsi fit le prince, ou plutôt, appelant un valet, il lui dit. Là, peut-être une erreur. Donc, en gros, il doit partir, mais vous avez compris que le mec, il n'est pas serein que, comme sa femme, elle est trop belle et tout, machin, il sait pas que s'il part, elle peut se faire ken par un autre et tout. Il dit, oh, tu te remets dans le pot et tu me fais pas chier. La meuf exécute, mais elle dit, mets-moi une petite, un petit fil, et quand tu rentres, ding, 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 tu me dis que t'es de retour. Lui, il dit, ok, mais
Il appelle un valet, il lui dit « Viens ici, toi, viens ici, ouvre grand de tes oreilles. Tu prépareras ce lit tous les soirs, comme si je devais y dormir moi-même. Tu arroseras ce pot et fais attention, car j'en ai compté les feuilles. Et s'il en manque une, je te chasserai et je te ferai passer le goût du pain. » Bon, il te tue, quoi. Sur ce, il enfourcha son cheval, et affligé comme un agneau qu'on mène à l'abattoir, il partit pourchasser son pourceau. Donc il va à la guerre contre le fameux, mesdames et messieurs, le fameux sanglier qui ravage le pays. Évidemment, vous en doutez bien, bien sûr. J'ai perdu le fil, elle devient quoi la branche? Attendez. C'est pas mal, hein. Jusque-là, je vois qu'il y a des gens qui arrivent à suivre, hein. C'est pas mal. Entre-temps, cette femme de mauvaise vie, que le prince jadis régalait de ses faveurs... Ok, le prince, le baiser, mesdames et messieurs, c'est une dinguerie, le baiser fou. Donc là, apparemment, il y avait 7 femmes, j'imagine une pour chaque jour. Voilà, le lundi, nanani, nanana, le mardi, c'est toi, le mercredi, et vas-y, tac, tac, tac. Donc il mettait ce qu'il y avait, voilà, le gros baiser. L'homme à femme, comme on l'appelle. Merci, Fizo, pour le tiers 2. En plus, merci, gars. Il va ken le sanglier. Non, vous inquiétez pas. L'histoire, elle est bientôt finie, en plus. Hein. Il reste encore, genre... Voilà, il reste encore une page après. Vous verrez. Vous verrez. Et vous verrez que c'est beaucoup de mots pour une histoire qui peut se résumer plus rapidement. Mais bon, bref. Donc, entre-temps, cette femme de mauvaise vie, que le prince jadis régalait de ses faveurs, ayant constaté qu'il était devenu bien tiède et même froid en amour, et qu'il avait cessé de labourer leur petit pré, se mirent peu à peu en tête qu'il avait oublié ses vieilles affections pour quelques nouveaux liens. On est à... C'est des contes. Ce sont tout simplement des contes pour enfants, bien sûr. Bien sûr. Merci Aurélien, merci beaucoup pour le 4e mois. Donc voilà, elles sont un peu dégoûtées, quoi. Désireuses d'y voir un peu clair, elles appelèrent un maçon, et contre une belle somme d'argent, elles lui firent creuser, sous leur maison, un souterrain qui débouchait dans la chambre du prince. Bah putain, les maçons, ils sont chauds, hein. Ces habiles pourvoyeuses d'hôpital entrèrent dans la place, histoire de voir si quelque autre coquette ne leur avait pas soufflé leur tour en ensorcelant leurs clients. Elles ouvrirent la porte, mais ne trouvèrent personne, sinon la magnifique branche de myrte dont elles cueillirent chacune un rameau. Seule, la plus jeune, se contenta de l'extrémité à laquelle était attachée la clochette. À peine fut-elle effleurée que celle-ci se mit à tinter, et la fée se présenta, croyant qu'il s'agissait de son prince. Quand les horribles vieilles maquerelles avisèrent cette lumineuse beauté, elles se ruèrent sur elle, toutes griffes dehors, en disant « Ainsi, c'est toi qui tires à ton moulin toute l'eau de nos espérances, c'est toi qui nous as soufflé notre gracieux prince, c'est toi l'effrontée qui s'est rendue maîtresse du corps tendre et beau qui nous comblait. Bien le bonjour et bonsoir, te voilà au fond de l'entonnoir. Oh, ta mère aurait mieux fait de ne pas t'avoir mis bas. Allez, tu es cuite, tu as gagné le gros lot, mais cette fois, tu t'es cassé le nez. Tu vas payer, aussi sûr qu'à terme nous sommes nés. » Sur ces belles paroles, elles lui assénèrent un coup de gourdin sur la tête et la déchiquetèrent sur le champ en 1000 morceaux. Eh ben dis donc, waouh, pas cadeau, hein. Elles sont très très sympas. Elle se fait déchiqueter sa mère, d'accord. Seule la plus jeune ne voulut pas participer à ce carnage, et bien que ses sœurs l'invitassent à faire comme elle ne voulut rien d'autre qu'une boucle de ses cheveux d'or. Leur méfait accompli, elles s'esquivèrent par le même chemin, Sur ces entrefaites, le valet arriva pour préparer le lit et arroser le pot suivant les ordres de son maître. Et ayant découvert le désastre, il faillit s'étrangler de peur, et se tordant les mains de désespoir, il recueillit ce qui restait d'os et de chair, racla le sang qui souillait le parquet, fit de tout cela un petit tas qu'il plaça dans le pot, l'arrosa, tira les draps, ferma la porte, glissa la clé dessous et alla traîner ses guêtres loin de ce pays. Il s'en va. C'est tout ce qu'on aime. Il y a la totale dans ce conte. Hein. Non, il a tout raclé, tous les petits os, les bouts de chair, il met tout dedans. Il arrose, il met la clé sous la porte. Ciao. On s'en va. Il a très très peur du retour du roi, je pense. De retour de la chasse, le prince tira le fil de soie et fit sonner la clochette. Mais il pouvait toujours sonner, il n'attirait ni caille ni évêque. Il aurait pu sonner à toute volée. La fée faisait la sourde oreille. Alors il alla droit à la chambre et, n'ayant pas la patience d'appeler son serviteur et de lui demander la clé, il donna un grand coup de pied dans la porte, entra, ouvrit la fenêtre et vit sa plante tout effeuillée. Alors il commença une lamentation funèbre, criant, hurlant, vociférant « Ah, pauvre de moi! Malheureux, infortuné que je suis, qui m'a joué ce tour, qui a étalé ce brelandas !» Ah, pauvre prince, ruiné, anéanti, détruit! Hélas,
ma petite branche dépouillée, hélas, ma fée perdue. Ah, malheureuse existence, plaisir envolé, douceur aigrie. Que vas-tu faire, pauvre diable, que vas-tu faire? Saute le pas, tire-toi d'embarras, tu as perdu ton bien et tu ne te tranches pas la gorge. Tu as perdu tous tes trésors et tu ne t'entailles pas les veines. Tu es réduit à néant et tu ne mets pas fin à tes jours. Où es-tu? Où es-tu, ma petite branche de myrte? Quelle âme plus dure que la lave a dévasté ce pot charmant? Maudite chasse qui a chassé toute ma joie. Hélas, je suis achevé, je suis détruit, je suis fini. Mes jours sont arrivés à leur terme. Il m'est impossible de continuer à vivre sur cette terre si je suis privé de ce qui est ma vie. Je partirai les pieds devant, car sans mon cher trésor, le sommeil sera une torture, la nourriture un poison, le plaisir une entrave, la vie une longue amertume. Il y en a des mots, encore une fois. Oh là là là, voyons. Le prince lançait ces mots, et bien d'autres encore, qui auraient pu attendrir les pierres du chemin. Puis, après une longue lamentation et d'amères jérémiades, rempli de douleur et de rage, ne fermant plus l'œil pour dormir, n'ouvrant plus la bouche pour manger, il se laissa tant aller à sa souffrance que le mignon oriental de son visage se transforma en or piment, et le délicat jambon de ses lèvres devint une couenne rance. La fée, qui avait repris à bourgeonner dans son pot, voyant que son pauvre amant s'arrachait les cheveux et se mortifiait, qu'il s'était fait tout maigrelet et tout palichon, jaunâtre comme un espagnol égrottant. Oh, la balle perdue pour les Espagnols. Un lézard écailleux, une décoction de feuilles, une jaunisse, une poire beurrée, un cul de bec-figue, un pet de loup, s'émut et se précipita hors du pot, comme la lumière d'une bougie sort soudain d'une lanterne sourde. Elle se révéla aux yeux du pauvre diable, l'enlaça et lui dit « Redresse-toi, redresse-toi, mon prince, il suffit! Cesse de te lamenter ainsi, sèche tes yeux, abandonne ta colère et efface cette moue de ton visage. Regarde, je suis vivante et belle, malgré ces truites qui m'ont assommé et ont fait de moi ce que Typhon fit de son propre frère. » Waouh, les gars, c'est beau. Et oui, un pet de loup. Et clutch de la fée, en fait, prank total de la fée, pas morte. Donc, ouais, c'est Groot, hein. Je pense que c'est vraiment l'histoire de Groot pour le coup. On est sur la dernière ligne droite, mesdames et messieurs. Le prince, qui ne s'attendait pas à cela, repassa aussitôt de la mort à la vie. La chaleur revint à ses joues, son sang se remit à bouillir, sa poitrine se gonfla, et après lui avoir fait 1000 caresses, cajoleries, câlineries, dorloteries, il voulut connaître jusque dans le moindre détail ce qui était arrivé. Apprenant que son valet n'était pas coupable, il l'envoya chercher, puis, avec l'accord du roi son père, il épousa la fée, et fit préparer un grand festin, auquel il convia tous les grands dignitaires du royaume, particulièrement les 7 immondes mégères qui avaient fait un tel carnage de son petit agneau de lait. Dès que tous eurent fini de se garnir l'estomac, le prince demanda à chacun de ses invités « Quel châtiment mériterait celui qui ferait du mal à cette belle enfant ?» Et il désignait la fée qui était si belle qu'elle transperçait tous les cœurs comme un éclair, tirait les âmes comme un cabestan et traînait à sa suite tous les désirs. Alors, tous ceux qui étaient assis à la table, à commencer par le roi, se prononcèrent sur le châtiment. Qui revendiquait la potence, qui la roue, qui la tenaille rougit, qui les pires torture, qui un châtiment, qui un autre. Vint le tour des 7 harpies. Ce discours ne leur plaisait guère, car elles commençaient à deviner quel serait leur sort. Toutefois, là où le vin danse, la vérité affleure vite, et elles ne purent que dire que celui qui aurait le courage de frôler seulement ce petit délice d'amour mériterait d'être jeté tout vif dans un égout. Ayant obtenu cet avis de leur propre bouche, le prince dit « Vous avez plaidé votre cause, vous avez prononcé la sentence. Il ne me reste qu'à faire exécuter l'ordre, puisque vous êtes celle qui, alliant la cruauté de Néron et la sauvagerie de Médée, n'ont pas hésité à faire une omelette de cette belle petite tête, et à hacher ses membres exquis comme de la chair à saucisse. Allons, vite, ne perdons pas de temps, qu'elles soient jetées dans l'égout principal, où elles finiront misérablement leur vie. » On exécuta l'ordre sur le champ. Le prince maria la plus jeune de ses garces de sœurs à son serviteur en la dotant généreusement, et il combla aussi de ses faveurs le père et la mère de la branche de myrte. Il vécut heureux avec sa fée, et les filles de Satan, terminant lamentablement leur misérable vie, donnèrent raison au proverbe des anciens sages qui dit « Chèvre boiteuse sa route suit, si obstacle ne trouve mis. » Waouh, les gars, quelle histoire de fou. Et ça, c'est qu'une seule histoire, C'est, les gars, voilà, il y en a des mots, encore une fois, masterclass. Celle-là, j'avais lu, c'est la deuxième histoire que j'ai lue de ce livre.
Et du coup, bah, je les sélectionne, tu vois. Celle-là, j'avais mis sur le côté au cas où, un de ces quatre. Mais la morale de l'histoire, c'est qu'il faut pas déchiqueter une branche de myrte. Voilà, attention aux arbres. Ça, c'est POV, le React en 1800, effectivement. Voyage au bout de la night. Non, mais c'était cool. Je voulais bien. Tu joues bien les assonances et figures de style, merci pour ça. Bah écoute, on essaye de lire proprement. Alors, je suis pas un très très bon lecteur, mais j'essaie d'y mettre un peu les formes et tout, et je trouve que ça pouvait passer encore. Mais vous comprenez un peu. Alors, j'ai pris un exemple de ce livre-là. J'ai le deuxième du livre de Grimm où j'ai pris les premiers contes aussi, que je vous ai fait en vidéo, qui est comment ça s'appelle, écrit pas exactement de la même façon, parce qu'il faut savoir qu'en fait le conte des contes, celui-là, c'est vraiment la traduction du napolitain. C'est un livre qui a été écrit en napolitain, et un napolitain, pardon, et c'est la traduction, c'est-à-dire qu'il n'a pas été adapté, c'est traduit tel quel. Donc c'est pour ça que c'est quand même, vous avez pu le voir, c'est assez lourd en termes de lecture. C'est assez difficile de compréhension. Moi, je vais souvent consulter les notes, etc. Il y a des choses que je suis pas sûr de comprendre, j'adapte, machin. Mais il y a aussi le fait que souvent, tu as ça pour dire une phrase qui se résume en elle le kiffe. Voilà, fin du rêve. Donc voilà.